Ben moi, je remercie Nicolas Cor de m'avoir convié à venir à intervenir au lycée Descartes. C'est un lycée que je connais bien, je connais beaucoup de collègues puisque mon épouse y enseignait jusqu'à l'an dernier encore. Donc voilà, je connais un peu la maison. Et parce que ça me semble important également qu'il y ait, vous l'avez entendu, hein, j'ai vraiment longtemps enseigné dans le secondaire et ça me paraît vraiment important qu'il y ait des liens entre l'université et les établissements du secondaire parce que souvent les étudiants en terminale, dans 9 mois, vous serez dans le supérieur. Hein, se font tout un monde et voilà, c'est vraiment important. Alors, Nicolas Cor m'a passé une commande, Église et environnement au Moyen-Âge, hein, comme c'est affiché là-haut, et je vais vous proposer un parcours en plusieurs temps. Tout d'abord, refaire très rapidement, parce que ce qu'ont fait Pauline et Yoann, c'était très bien, donc je ne vais pas en rajouter beaucoup, vous expliquer quelques termes seulement. J'aborderai ensuite avec vous très rapidement une réflexion sur le sens du mot Moyen-Âge, le dernier de la commande, et surtout sur les représentations qu'on peut avoir sur ce Moyen-Âge. Troisième temps, je brosserai un portrait rapide des documents que les médiévistes, c'est-à-dire les historiens du Moyen-Âge, utilisent, et à partir desquels ils vont produire de nouvelles connaissances. Et s'il y a de nouvelles connaissances, quatrième point, c'est bien parce qu'il y a des méthodes, des démarches, des questionnements des historiens qui évoluent. Et puis enfin, j'en viendrai au thème de la commande. Alors, j'ai longtemps enseigné dans le secondaire, mais ça fait quand même longtemps que je n'y suis plus, donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des mots que vous ne comprenez pas et que vous souhaitez que j'explicite, évidemment. Alors, mon parcours, d'où je viens. Je suis issu du milieu ouvrier. Mon père travaillait dans une mine de fer en Lorraine, et ma mère était, comme on dit, femme au foyer, autant dire que rien ne me prédestinait à un jour devenir enseignant-chercheur à l'université, et encore moins, entre guillemets, a priori, à la Sorbonne. D'autant que j'ai attendu ma 42e année pour me lancer dans une thèse. Normalement, les étudiants démarrent une thèse tout de suite après le master. Moi, j'ai passé les concours, j'ai donc commencé à enseigner, puis j'ai eu des enfants et j'avais envie de les voir grandir, et j'ai attendu d'avoir 42 ans pour me lancer dans une thèse qui est très très tard. Et donc, pas grand monde me connaissait. J'ai malgré tout été élu, parce qu'on est élu, hein, on passe devant un jury de 14 personnes, 7 de l'université, 7 d'université extérieure, pour éviter les copinages. Donc j'ai été élu en 2010 à Paris 1, et depuis j'y enseigne. Et comme cela a été dit, j'ai passé une deuxième thèse pour pouvoir diriger à mon tour des thèses. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. J'ai aussi beaucoup pratiqué l'archéologie. Dès l'âge de 16 ans, je participais à des chantiers de fouilles. Et c'est en fait via l'archéologie que je me suis intéressé à l'histoire. Et au départ, je voulais devenir antiquisant, comme Nicolas. Et puis, arrivé à l'université, ça tient à des choses très très bêtes, mais les professeurs de médiéval étaient beaucoup plus fun que les professeurs d'ancienne avec qui on s'ennuyait un peu. Et donc j'ai bifurqué, je me suis spécialisé en histoire médiévale. Voilà pour mon parcours, hein, je ne vais pas étendre davantage là-dessus. Alors j'en viens tout de suite à la première question. Qu'est-ce que c'est que le Moyen-Âge ? En fait, on a tous une représentation, hein, évidemment, du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'âge moyen, l'âge médiocre. Évidemment, on voit ça démarre en 476 et un matin de 476, les gens ne se sont pas dit « Ah tiens, ça y est, on est au Moyen-Âge ». Non, c'est quelque chose qui a été inventé plus tard. Le découpage historique est une invention postérieure, évidemment, aux périodes. Et cet âge moyen, il a été défini à la Renaissance. Vous savez que la Renaissance correspond à la redécouverte de l'Antiquité. Et donc, il y a la belle Antiquité, la belle Renaissance, et il y avait cet âge entre les deux que les hommes ont commencé à désigner comme étant le Moyen-Âge, l'âge moyen, l'âge de l'entre-deux et l'âge médiocre. Donc c'est une première représentation, et ce découpage, il est remis en question. Par exemple, certains antiquisants et même certains médiévistes considèrent que le Moyen-Âge ne commence pas au 5e siècle, mais au 3e. Pour d'autres, c'est au 7e, etc.
Même chose, 1492, on ne s'est pas dit tiens, ça y est, on quitte enfin le Moyen-Âge. Non, ça ne s'est pas passé évidemment comme cela. Alors, première vision du Moyen-Âge, le Dark Age, l'âge sombre. On est tous habitués à ça. Et évidemment, des séries, des films contribuent à accentuer cette vision très très noire du Moyen-Âge, un Moyen-Âge glauque, sinistre, complètement dépassé, archaïque, etc. Et là, par exemple, on a véritablement ici deux films qui ont connu, enfin un film, plus que trilogie, et une série qui ont connu un très très vif succès et qui marquent évidemment les gens, etc. Mais ça ne suffit pas à expliquer cette vision tout à fait pessimiste. D'autres choses. Musée de la torture. Un peu partout, il y en a un d'ailleurs au Mont-Saint-Michel, il y a un musée de la torture, et là vous voyez que sur l'image du bas, on précise musée de la torture, des instruments de torture médiévaux. Donc la torture, c'est forcément médiéval, c'est quelque chose d'absolument épouvantable, on torture les gens à bras-le-corps, etc. Or, quand on visite tous ces musées, il n'y a aucun objet antérieur au XVIe siècle, donc à l'époque moderne dedans. Je ne suis pas en train de dire que la torture n'existe pas au Moyen-Âge, que les choses soient claires, mais je suis en train de vous dire que la torture est surtout une pratique qui va se développer à l'époque moderne, en particulier, là encore, autre représentation, les sorcières, les sorciers et les sorcières. On associe sorcières au Moyen-Âge. Eh bien, la chasse aux sorcières ne va démarrer que vers 1485, c'est-à-dire à l'extrême fin du Moyen-Âge, alors qu'au XVIe et plus encore au XVIIe siècle, on va tuer des dizaines de milliers de femmes. D'ailleurs, ça aussi, c'est intéressant. Il n'y a jamais d'hommes, ce ne sont que des femmes. Bon. Donc, autre élément qui présente une vision particulièrement négative de la torture. Autre film qui a des incidences sur notre vision du Moyen-Âge, les visiteurs, il y en a eu 1, 2, 3, 14, et ça c'est le premier. Et quand on regarde leurs dents, c'est pas très appétissant. Or, on sait très bien que les dents gâtées ne se développent qu'à partir du moment où les hommes vont consommer davantage de sucre. Et le sucre, on n'en trouve pas spécialement au Moyen-Âge. Il y en a bien sûr, mais c'est réservé aux populations les plus aisées. Le Moyen-Âge est-il crasseux ? Dans la représentation globale, oui. S'appuyer, etc., patadant, on est bien là dans des réflexes qui renvoient à une vision très sombre du Moyen-Âge. Mais quand on regarde la réalité des faits, là vous avez des bains publics, à Puzzole en Italie au XIIe siècle, ou encore à Gérone en Espagne au XIIIe siècle. À Paris, je ne sais pas si vous voyez, juste à côté de la Sorbonne, il y a un bâtiment qui s'appelle Cluny. Ce sont d'anciens termes. Ces termes ont été en exercice utilisés comme bains publics jusqu'à la fin du XIIe siècle. Pourquoi ça s'arrête après ? Eh bien parce que les évêques considèrent que dans ces lieux, on peut jouer à touche-pipi et que ça n'est, comme les évêques sont complètement obsédés par la sexualité, c'est hors de question qu'il puisse y avoir des relations sexuelles. Donc on ferme ces bains publics, mais hop, s'ouvrent immédiatement des étuves, les anciens bains, des étuves privées qui, elles, ne seront pas interdites. On se lave donc au Moyen-Âge fréquemment. On a même des traités de médecine qui disent qu'il faut laver un bébé au moins 2 fois par jour. Alors d'où nous vient cette image ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'au Moyen-Âge, on est crasseux ? Je passe à l'époque suivante. Louis XIII, le père de Louis XIV. Louis XIII, quand il est enfant, c'est un enfant surprotégé, c'est le futur roi de France. Il a rien que pour lui en permanence 2 médecins qui s'occupent de lui en permanence. L'un d'eux nous a laissé un journal où il note tous les jours. Eh bien, notre cher Louis XIII a pris son premier bain à 7 ans. À 7 ans. Jusque-là, on lui passait simplement des crèmes, etc. Pourquoi ? Parce qu'à partir du XVIe siècle, les médecins, qui étaient dangereux, considéraient que les maladies rentraient par les pores de la peau. Donc pour être sûr que les maladies ne rentrent pas, il ne faut pas que les pores soient libres. Donc on ne se lave pas. Donc les gens riches changent de vêtements très souvent, mais on ne se lave pas. Et comme dans notre esprit, le progrès est continu, si on était sale à l'époque moderne, ça devait être encore pire au Moyen-Âge.
Mais vous savez très bien que le progrès n'est pas continu, qu'il y a des fluctuations permanentes et que les situations changent. Donc le Moyen-Âge n'est pas une période crasseuse, etc. À l'inverse de ce Dark Age, il y a aussi un Moyen-Âge fantasmé avec les châteaux, les princesses, les chevaliers et les licornes, où un Moyen-Âge serait à l'inverse complètement positif, enchanté, etc. Donc d'un côté il y a la terreur, de l'autre le monde des bisounours. Ça n'est pas ça non plus le Moyen-Âge. Ça n'est pas ça non plus. C'est une espèce d'entre-deux. Et ça aussi, cette image d'un Moyen-Âge heureux, il est véhiculé par certains films, par surtout les dessins animés, etc. Donc ça n'est évidemment pas cela non plus. Et puis il y a un Moyen-Âge revisité. 3 films, dont 2 qui me semblent d'excellents films sur le Moyen-Âge, au point que mes étudiants me surnommaient Obi-Wan Pamphili. Star Wars, d'abord, qui est un excellent film sur le Moyen-Âge, et plus récemment, tout récemment, Dune. Pourtant, Dune se passe en l'an 10 000. Alors pourquoi est-ce que Dune s'inspire beaucoup du Moyen-Âge? D'abord parce qu'il y a un empereur, il y a des ducs. On est en l'an 10 000, mais on se bat au sabre, ce qui est quand même assez surprenant. Il y a un sens chez les Fremen, un sens de l'honneur extrêmement poussé. Et puis il y a aussi un ordre religieux, une religion très présente et très puissante, les Bene Gesserit. Sans même parler des animaux monstrueux, les vers. Donc on a donc un Moyen-Âge qui est véhiculé d'une autre manière. C'est ce que l'on appelle le médiévalisme. Et il faut que vous reteniez qu'à l'université, ce médiévalisme est l'objet de recherches. Il y a des travaux sur les usages contemporains du Moyen-Âge. Et là, je vous ai mis le programme qui va démarrer en janvier à l'Université de Paris 1. Il y a un séminaire de recherche qui porte sur le médiévalisme. Donc on a bien ici une autre vision, et c'est intéressant de voir comment le Moyen-Âge est utilisé, parfois instrumentalisé. Je ne parlerai pas de la bataille de Poitiers ou de Jeanne d'Arc, qui sont sans cesse instrumentalisés. Voilà, donc on a bien des phénomènes ici tout à fait intéressants. Alors, cette recherche, elle s'appuie sur des documents. Où peut-on trouver, quand on est médiéviste, des documents? Il y a d'abord 2 grands dépôts d'archives qui sont situés à Paris. La Bibliothèque nationale Richelieu, l'ancien site, avec ce que l'on appelle le département des manuscrits, où là, il y a toute une série de manuscrits, donc de livres. Et puis l'autre grand lieu de recherche sont les archives nationales, où sont notamment déposées de toutes les archives des rois de France, mais aussi d'un très grand nombre d'établissements religieux. Et là, donc, c'est une autre salle très confortable aussi pour les chercheurs, au Caron. Ça, c'est les premiers dépôts. Et puis, il y a des dépôts d'archives dans tous les départements. À Rennes, il y a les archives départementales qui renferment des archives médiévales, évidemment. Moi, ce n'est pas ma zone de travail, je travaille sur le sud. Et là, voilà, donc vous arrivez, vous avez consulté des inventaires, parce que vous faites des recherches avant, et puis on vous amène des cartons, et dedans, on ne sait pas toujours ce qu'il y a. Voilà, ça c'est le carton G137 des archives nationales, des archives départementales du Gard, que je viens d'ouvrir, et on voit ces parchemins roulés, pliés, et qu'on découvre, et parfois qu'on redécouvre. Et donc, ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver dans un carton d'archives, même si les inventaires sont inégalement faits. Et parfois, dans les salles de travail, on entend des petits « yes !» C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient de trouver quelque chose de génial, qui correspond à sa recherche. Donc, on a les émotions et les excitations qu'on peut. Mais voilà, on se fait des plaisirs, parce que parfois, on a lu des dizaines d'actes sans rien trouver, et d'un seul coup, on trouve une pépite. Donc, c'est toujours assez savoureux. Donc, voilà, les grands dépôts d'archives. On en trouve également dans les bibliothèques municipales, mais aussi, par exemple, au Champ Libre, donc la médiathèque de Rennes, il y a plusieurs manuscrits médiévaux qui sont conservés. Donc on peut en trouver, évidemment, un peu partout. De quels matériaux disposent les médiévistes? Cette diapo mérite d'être commentée.
Cette diapositive, donc, c'est un manuscrit de plusieurs centaines de feuillets, c'est-à-dire là, on est au folio 270, c'est-à-dire à la page 540. C'est donc un très très gros manuscrit qui renferme la copie du Code justinien, c'est-à-dire un ensemble de textes de loi de l'époque de Justinien qui vont être réutilisés au Moyen-Âge. Et là, vous voyez, un copiste a réécrit. Pour vous donner une idée de la taille, les lettres font 2 mm. C'est donc tout petit. Hein. Et puis, vous avez un étudiant en droit qui a eu accès à ce manuscrit et qui devait s'ennuyer. Bien postérieurement, on voit que l'encre de son dessin n'est pas du tout la même. Hein. Et notre gars, donc, il est sur un manuscrit qui coûte une fortune parce que tout est fait. Pour rédiger une page de manuscrit, il faut compter 2 jours. C'est très lent. Vous voyez, il y en a 540 là. Donc un manuscrit, ça coûte très cher. Et notre gars, là, il est en train de s'ennuyer. Il fait des études de droit, mais visiblement, il rêve que d'une chose, c'est de devenir chevalier. Et il va gribouiller son petit machin à la plume. Le dessin est tout petit, hein, ça fait même pas 3 cm de haut. Mais il n'est pas très bon observateur. Si vous regardez, eh ben son cheval a des doigts de pied au lieu de sabots. Hein, bon, peu importe, c'est un détail. Donc voilà, ça aussi, c'est des petites choses qui sont sympathiques parce qu'on tombe sur ce genre de dessin. Autre exemple, voilà. Autre support, là, ça n'est plus du parchemin, mais de l'écorce de bouleau. On est à Novgorod, en Russie, et lors de fouilles, ils ont trouvé des tas d'écorces de bouleau avec des choses écrites dessus. Il y avait notamment un petit message. Ma douce, retrouve-moi au même lieu de rendez-vous que d'habitude, à telle heure. Donc des petits rendez-vous amoureux, etc. Et là, vous avez des travaux d'écoliers, de gamins de 7-8 ans qui ont écrit, etc. Là aussi, ça nous apprend quoi ? Eh bien, ça nous apprend que des petits garçons, parce qu'a priori, là, sont plutôt des petits garçons, apprenaient à lire et à écrire, hein, alors qu'on considère toujours qu'au Moyen-Âge, c'est que des illettrés, des pauvres idiots, etc. Non, ce n'est pas le cas. Là aussi, notre vision des choses a considérablement changé. Donc, accéder aux originaux, c'est important pour voir à quoi ça ressemble, quelle est la matière, les supports qui sont utilisés, comment on écrit, etc. Autre exemple, toujours de cette même... c'est le problème du mot « source ». L'historien utilise des sources, d'accord ? Et on vous demande, vous, de définir la source, etc. Bon. C'est un mot qui pose problème. Vous verrez ça. Alors là, vous n'avez pas vocation tous à être historien, donc c'est pas grave que vous utilisez le mot « source ». Mais il faut réfléchir sur le sens de ce mot. Quand on pense à une source, évidemment, on ne pense pas à un document. Moi, je ferme les yeux, on me dit source, je vois de l'eau qui coule. C'est-à-dire qu'a priori, une source, c'est quelque chose de naturel. Or, un document historique, c'est tout sauf naturel, puisque c'est un construit par une société dans un lieu donné, à un moment donné. C'est tout. L'eau de source que je vois également, elle n'a pas été polluée, elle est pure, elle est transparente. Et un document historique, quelle que soit la période, c'est tout sauf transparent. Il faut le décrypter. Alors, vous voyez bien, vous posez des questions au document, et ça implique une analyse, etc. Et puis une source, également, c'est toujours isolé. Or, un document n'est jamais isolé. Les documents fonctionnent en réseau. Hein, donc, voilà pourquoi le mot « source » pose problème. Alors, pour ceux qui se spécialiseront en histoire, c'est pour ça qu'il est préférable de parler de documentation ou de matériaux documentaires. Même si, que les choses soient claires, hein, mes étudiants, y compris en master, utilisent le mot source, mais il faut qu'ils aient conscience de ce que ça implique d'utiliser ce mot. Alors, la matérialité des actes. Voilà à quoi ressemble un acte médiéval, hein, parmi des dizaines de milliers d'autres. Mais ici, il est un peu particulier parce que donc, il est scellé, il y a un sceau ici, qui a été protégé par un morceau de lin. Ces parchemins ne sont pas de très grande taille, hein, ils ont une écriture en général très réduite, avec énormément d'abréviations. Pourquoi les abréviations ? Parce que le parchemin coûte très cher, et donc on abrège, on abrège, on abrège. C'est les rois de l'abréviation, ils auraient été très très forts pour envoyer des textos sans problème. Ils étaient vraiment habitués à ça. Il y a des mots qui font 10, 12 lettres et qui se retrouvent à 2-3 lettres seulement, donc on élimine.
Le contact avec la documentation est évidemment important. Et vous allez voir pourquoi. Malgré tout, énormément d'actes du Moyen-Âge antérieurs à l'an 1200 ont été édités, c'est-à-dire que des archivistes, mais aussi des collègues médiévistes, ont transcrit, c'est-à-dire ils ont écrit avec notre écriture et ça a été imprimé, ces documents. Et je vais vous montrer, donc, en gros, voilà un acte de 809. Si on se contente de la transcription, eh ben on a ça, et on lit qu'à Erlemont, qui a été suscité à souscrire, Échelmont, Bénicus, etc. Moi, ce qui me semble intéressant, et c'est pour ça que c'est important également d'aller à l'original, quand on regarde l'écriture du scribe, c'est un moine. Lui, il est habitué à écrire, il écrit parfaitement bien, parfaitement droit, etc. Celui qui a fait la donation, Brindigus, déjà, c'est écrit Signum Brindigus, mais il ne s'est pas signé, il a fait une croix. Ah, là, déjà, c'est intéressant. Et il est venu avec tous ses copains qui vont témoigner. Et moi, il y a certains de ces copains que je n'aimerais pas croiser parce que, voir leur écriture, ils ont l'air d'être de psychopathes. Celui-là, par exemple, Bénicus, voilà Bénicus, et puis ça, c'est sa signature de psychopathe, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important d'aller voir l'original. L'original vous donne à voir autre chose que le seul contenu du texte. Si on n'avait eu que le texte, on n'aurait pas su que Bénicus, il n'écrivait pas bien et que Brédingus ne savait pas lui-même écrire. Donc on a bien ici une importance d'accéder à l'écrit. Alors, à côté des textes, il y a aussi les images. Elles sont fondamentales au Moyen-Âge, il y en a de très nombreuses, de très 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 belles. Et j'ai choisi volontairement une scène de vendange, parce que ça va me permettre de renvoyer à la commande de Nicolas, Église et environnement. Le vin, dans l'Antiquité, on n'en trouve que sur le pourtour méditerranéen. L'Empire devient chrétien, et à mesure que le christianisme se développe, eh bien la vigne va suivre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut du vin pour la messe. D'accord ? C'est une des espèces eucharistiques. On tente de planter du vin jusqu'en Écosse. J'ose même pas imaginer ce que donnait le vin écossais, ça devait être infâme. Donc on va arrêter très très vite et on importera du vin. Les principaux consommateurs de vin, ce ne sont pas les prêtres ni les moines. Les moines ne boivent pas de vin, d'accord ? C'est plutôt dans les villes. Mais n'empêche donc ce vin se développe. L'autre boisson beaucoup consommée, c'est la bière. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vin comme la bière sont considérés comme des aliments et pas comme des boissons au Moyen-Âge. Et le vin de la messe est un vin rouge, le sang du Christ. Aujourd'hui, c'est plus du vin rouge. Ça n'est plus du vin rouge depuis la réforme protestante, depuis la contre-réforme plutôt. Pourquoi ? Eh bien parce que l'un des reproches qui était fait aux prêtres au XVIe siècle, c'est qu'ils buvaient le sang du Christ, pof, des taches et faire partir une tache de vin rouge, c'est très très difficile. Donc on est passé au vin blanc pour éviter que ça ne soit objet de contestation et de protestation. Donc la vigne, c'est également quelque chose qui ne ressemble pas du tout à nos vignes. La vigne médiévale, c'est pas des jolis rangs de vignes, c'est le bazar le plus complet. On a des buissons de vignes, d'accord ? Et on laisse les ceps faire d'autres éléments. Donc, aujourd'hui, donc, vous avez des rangs de vignes et pas de culture entre les deux. Au Moyen-Âge, non. Il y a des pâtés de vignes et puis on plante des céréales, des légumineuses, etc. tout autour. Donc les vignes n'ont vraiment aucun rapport avec la vigne médiévale. Ces images nous apprennent beaucoup parce qu'elles nous donnent à voir la façon dont on se représente les choses. Alors là, c'est quelque chose de stylisé, mais c'est important parce que ça nous donne une représentation de la manière dont ceux qui ont fait l'illustration avaient... Autre type de document, et c'est fondamental pour le Moyen-Âge, l'archéologie. L'archéologie, en particulier depuis les débuts des fouilles préventives. Vous savez que maintenant, dès que sont entrepris des travaux, il y a obligation de faire passer des archéologues qui vont faire un sondage pour voir s'il y a des choses intéressantes, etc. Et donc, depuis une vingtaine d'années, il y a une accumulation remarquable de documents qui ont révolutionné, vraiment, j'insiste, notre vision du Moyen-Âge. Alors,
l'évolution du bâti et de son environnement, ici c'est intéressant parce que grâce à l'étude des pollens, eh bien, on apprend, on découvre quel était l'environnement végétal de ces habitats. Hein. Et on se rend compte que là, il y a des évolutions tout à fait intéressantes et importantes. Ça nous donne à voir également l'environnement, cette fois-ci dans le sens de proximité. Alors, oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser ça. Les médiévistes utilisent la définition des géographes pour l'environnement. En gros, l'environnement, c'est les relations qu'entretiennent les hommes, les sociétés, avec leur milieu. Et puis, autre manière d'étudier, lorsque l'on fouille des sépultures, qu'on déterre des cadavres, on peut déterminer évidemment le sexe, l'âge, mais aussi en analysant en particulier les dents, alors donc toutes les carences alimentaires, et en analysant les dents, on peut déterminer de manière très très précise ce qui a été consommé dans les 8 premières années de la vie d'une personne. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et donc, on a là toute une série d'informations, là aussi, sur l'environnement, ce qui était cultivé, clairement. Hein, donc l'archéologie, hein, je le redis, a vraiment contribué à modifier la vision du Moyen-Âge depuis une vingtaine d'années. Voilà. Alors, à côté de ces documents, quelle démarche ? Je vais revenir là-dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis maintenant, on va dire, une dizaine d'années, mais ça s'est vraiment accéléré, il y a un recours croissant aux humanités numériques. On a des tas de corpus, ensemble de documents qui sont accessibles en ligne, c'est absolument merveilleux. Et on recourt aussi à un autre outil qui, pour les médiévistes, est un vrai outil, c'est l'intelligence artificielle. J'enseignais à Paris 1 aux étudiants en troisième année de licence et en master et en doctorat le latin médiéval. Ça fait 2 ans que ça ne servait plus à rien quasiment. Je leur donnais des textes à traduire chez eux. Il y a ChatGPT qui traduit remarquablement le latin médiéval. C'est impressionnant. En 2 secondes, vous lui rentrez un texte, il vous le traduit très très vite. Donc ça veut dire que moi, ça m'a obligé également à travailler différemment avec eux. Plus de travaux préparatoires, ça ne servait à rien. Donc c'est un outil qui facilite le travail. Et puis l'intelligence artificielle est remarquable également. Vous avez vu, je vais revenir en arrière, l'écriture, avec des tas d'abréviations. Les écritures médiévales ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Eh bien, grâce à des logiciels de reconnaissance de caractères, vous mettez les photos de vos actes dans un logiciel et il va vous transcrire ça, il va vous passer ça sous Word, donc avec des lettres normales. Alors bien sûr, ça ne se fait pas comme ça, il faut lui apprendre. Hein. Donc au départ, il va commettre des erreurs, vous corrigez les erreurs et très vite il apprend. Et c'est ainsi que, par exemple, voilà, là, dans le cadre du projet ENDP, donc les registres du chapitre des chanoines de Notre-Dame ont été numérisés, passés à la mouline, etc. Et on se retrouve, rien que pour la fin du Moyen-Âge, avec 14 000 pages de texte Word qu'on peut maintenant étudier très facilement. Donc là, alors c'est très mauvais pour faire les commentaires de documents, c'est très mauvais pour faire les dissertations, ça ne marche pas, c'est nul. Mais en revanche, comme outil pour faciliter le travail des historiens, c'est absolument génial. Quels sont les questionnements des historiens ? Le dernier mot est un gros mot, mais je vais vous l'expliquer, rassurez-vous. D'abord, on part toujours d'un corpus de documents, un ensemble de documents. Cet ensemble de documents, il a été sélectionné pour différentes raisons. Hein. Comme vous pouvez avoir des dossiers documentaires dans votre manuel, c'est la même chose. Ce qui est fondamental, on ne s'attaque jamais à des documents comme ça. On a toujours au départ une question, une problématique. Alors ça, c'est quelque chose qui est fondamental en histoire, même si ça ne fonctionne pas toujours, parce que je vais vous dire le contraire tout à l'heure, mais n'empêche, la problématique est fondamentale. Poser la bonne question. Une problématique, ce n'est pas une simple question. Hein, c'est tenir compte de la nature du document, tenir compte aussi de l'auteur, du destinataire, se poser des questions sur le document, etc.
La problématique donc fondamentale. La contextualisation, ça c'est vraiment le travail de l'historien, toujours placé dans le contexte. Là, par exemple, pour un des articles que j'ai fait, vous voyez qu'également on fabrique de nouveaux documents, ce qu'on appelle des métasources. Moi, je suis un obsédé des graphiques, des cartes, etc. Dès que j'ai des documents, et ça me permet de trouver des choses. Là, par exemple, les bâtonnets noirs, c'est le nombre de ventes de terre par des paysans en Languedoc. D'accord ? Et on voit qu'il y a des pics. Et quand on replace ce que l'on sait des grandes famines internationales, eh bien on se rend compte que les pics des ventes, très souvent, c'est au moment des famines. C'est-à-dire que les paysans n'ont plus rien à manger, il faut qu'ils achètent de la nourriture, ils revendent leurs terres pour pouvoir se nourrir. Hein. Donc on a là un lien de cause à effet qui est assez intéressant. Et donc c'est bien parce que ce phénomène de vente a été contextualisé qu'on va pouvoir expliquer ce qui se passe et comprendre pourquoi en 1195 ces ventes explosent. C'est sans doute, d'après toutes les recherches actuelles, la plus terrible des famines qu'ait connue l'Occident. Ça frappe vraiment toute l'Europe, avec des milliers de morts, etc., au point que les rois qui se faisaient la guerre, il y avait plein de guerres entre le roi d'Espagne et le comte de Toulouse, entre le roi de France et le roi d'Angleterre, ces rois mettent fin à la guerre tellement ces famines étaient violentes. Bien, donc la contextualisation. Et puis enfin le gros mot, la sérendipité. Qu'est-ce que c'est que ce chose ? La sérendipité, c'est trouver quelque chose par hasard. Donc on n'avait pas de questionnement au départ. Et moi, mon premier projet pour ma seconde thèse, je devais travailler sur 8 domaines seigneuriaux qui étaient entre Nîmes et Béziers, qui étaient très très bien documentés du 9e au 14e siècle. Donc je m'étais dit chic, je vais travailler là-dessus, en travaillant aussi sur les apports de l'archéologie. Et puis je tombe sur une phrase à la fin du texte. Requis par le dit Trencavel, son fils Roger et les témoins, sous la dictée de Bernard Sigfred, Ponce Sigfred, son fils, a écrit. On est en 1162. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dans un monde où l'écrit est réputé être aux mains des laïcs, là, on a un notaire laïque qui enseigne à son fils le métier de notaire. Et j'ai tiré un fil, je suis allé traquer d'autres choses. Le fil, c'est devenu une grosse bobine et c'est devenu ma deuxième thèse d'AGR qui fait 650 pages. Donc voilà, ça c'est la sérendipité. J'ai abandonné un premier projet de recherche que j'avais entamé depuis 3 ans, donc j'avais déjà beaucoup travaillé. Et ça, je trouvais ça tellement fabuleux que voilà. Donc il y a ça aussi. Bien sûr, ce qu'il faut que vous reteniez, la plupart des questions que les historiens se posent, on est de notre temps. Et donc, on se pose des questions des gens de notre temps. C'est la raison pour laquelle l'environnement, question que m'a posée Nicolas, c'est un thème, entre guillemets, à la mode. Là, vous voyez, en novembre 2024, aux éditions de la Sorbonne, est sorti un livre qui s'appelle « Environnement et société au Moyen-Âge ». Pourquoi est-ce que ça perturbe, entre guillemets, les médiévistes ? Parce qu'on vit dans une société où les changements climatiques, où les changements environnementaux sont importants, et donc on va chercher à savoir comment ça se passait au Moyen-Âge, comment les hommes réagissaient par rapport aux risques environnementaux, par rapport aux catastrophes naturelles qui pouvaient... Donc on a bien un sujet qui est important. Et voilà, ça c'est 2 cours que j'ai organisés à Paris 1 en L3, d'abord en 2019-2020, l'un qui portait sur la croissance dans les espaces de la Méditerranée, donc qui prenait en compte l'Occident latin, le monde musulman et Byzance, donc économie, société et environnement du 9e au 13e siècle, et puis encore l'année pas précédente mais celle d'avant, 2022-23, les sociétés et leur environnement dans l'Occident médiéval, 11e, 15e siècle. Donc vous voyez également que là on est sur des... Puis vous voyez le nombre de cours. À l'arrivée, ça fait quand même quasiment 160 heures de cours sur un thème. C'est ça aussi, quand j'enseignais en lycée, ma femme aussi était tout le temps frustrée parce qu'il y a des choses qu'on a envie de développer, mais qu'on ne peut pas développer, surtout en terminale parce que vous avez un examen. Et ça c'est hyper frustrant. À l'université, on a plus de temps
Alors, évidemment, en L1 et L2, on va rester sur des choses plus générales. Et puis, en L3, eh bien, à Paris 1, il y a 15 enseignements, rien que sur le Moyen-Âge, différents. Donc, on peut rentrer dans le détail et hop, il y a eu l'amour et la haine, les femmes, donc toute une série de choses comme ça qui peuvent être abordées de manière très pointue sur le temps long. Hein, et ça aussi, c'est tout à fait important. Alors, l'environnement, dont je le disais tout à l'heure, les médiévistes le conçoivent selon la définition des géographes. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le mot environnement n'existe pas du tout au Moyen-Âge. C'est un mot qui n'existe pas. Quand on veut parler de cette chose-là, le mot qui se rapproche le plus, c'est le mot entourage. L'entourage de la maison, l'entourage de la ville, comme il y a l'entourage princier, etc. Mais le mot, en tout cas, environnement, en tant que tel, n'existe pas, il est postérieur. Alors vous vous doutez bien que tout ce qui est protection et préservation de l'environnement, ça n'existe pas du tout non plus. Et ce n'est pas du tout leur problème. On ne cherche pas du tout au Moyen-Âge à préserver, à protéger. Je reviendrai là-dessus. Alors, donc, on est dans une société profondément rurale et profondément agraire. Là, vous avez les chiffres, le nombre d'habitants en 1300, et vous voyez le nombre de villes de plus de 10 000 habitants. Il n'y avait que 21 villes de plus de 10 000 habitants en 1300. Aujourd'hui, Vitré, c'est 19 000 habitants. C'est-à-dire que Vitré, au Moyen-Âge, ça aurait été une mégapole. Paris, en l'an 1000, c'est 10 000 habitants. Paris, en l'an 1000, c'est 10 000 habitants, 2 fois moins que Vitré aujourd'hui. En 1300, Paris, c'est 100 000 habitants, c'est la plus grande ville d'Occident. 100 000 habitants. Rennes en fait 225 000. D'accord ? On est dans des gros villages. Ça veut dire que véritablement, le monde, c'est d'abord un monde urbain, un monde rural, pardon. La meilleure preuve, eh ben voilà, là on est à Paris. Ça c'est donc c'est le palais du roi, c'est pas le Louvre encore, hein, c'est l'île de la Cité. Hein, voilà la photo, enfin l'image, elle est là, elle part de là. D'accord ? Le Louvre est ici, l'île de la Cité. Et on voit des hommes et des femmes qui font la fenaison. Hein, et puis là, l'île qui s'appelait l'île Notre-Dame aujourd'hui, c'est l'île Saint-Louis, et bien juste à côté, il y avait l'île aux Vaches. On est dans Paris. Hein, donc il faut vraiment vous imaginer que Paris, toutes les villes, sont extrêmement ruralisées. D'abord par le nombre de paysans qu'elles abritent, mais aussi par les activités. Il y a, bien évidemment, des activités, ça peut paraître très surprenant, mais des activités agricoles, rurales, dans les villes, et pas qu'à Paris, partout, évidemment. Alors, ces villes, par ailleurs, elles connaissent un très très fort déclin au début du Moyen-Âge. Là, vous avez l'exemple de Trèves, donc en Allemagne, l'enceinte romaine. Voilà, à l'époque romaine, voilà quelle était la taille de l'enceinte, donc qui accueillait la population. En l'an 1000, voilà la taille de l'enceinte. Donc on voit bien qu'il y a une ultra-contraction de la ville entre le IIIe siècle et la fin du Xe siècle. Et puis après, on voit quand même qu'en 1100, il y a une nouvelle muraille ici. Bon, il y a eu réurbanisation malgré tout. Ce qui se passe, c'est que la ville, à partir du 6e, 7e siècle, se réurbanise non pas dans les centres, mais autour des monastères, autour des basiliques. Les basiliques donc, sont des lieux qui accueillent des reliques de saints. Et c'est là qu'on se rend compte que l'Église commence à avoir du poids. C'est-à-dire qu'on va préférer abandonner ces espaces-là pour se concentrer, se rassembler autour des lieux sacrés. C'est-à-dire que les églises vont polariser l'habitat et modifier du coup l'environnement urbain et pas seulement et pas qu'urbain. L'Église est toute puissante. Il faut bien vous en rendre compte au Moyen-Âge. Il est impensable d'être athée au Moyen-Âge. C'est impensable. Tout le monde a une religion. Il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs, etc. Mais tout le monde en Occident a une religion.
Donc ici, le tympan de Conques, que vous avez peut-être vu, alors ça traîne dans plein de manuels scolaires, c'est un magnifique tympan. Ici, l'avantage, c'est qu'on voit les restes de polychromie, parce que c'était très très coloré. Ça aussi, la grosse différence de l'environnement visuel est complètement différent. Les églises étaient couvertes de fresques, etc. Aujourd'hui, les murs, Notre-Dame, vous avez vu Notre-Dame, c'est tout blanc. Au Moyen-Âge, c'était pas tout blanc du tout. C'était couvert de peinture. Il faut bien imaginer ça. C'était très très plein. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire que là, au moment où le tympan de Conques est achevé, l'Église est toute puissante, vous avez ici donc le Christ, puis Marie, puis Saint-Pierre qui tient ses clés, puis le fondateur de l'abbaye, l'abbé actuel, et on voit que l'abbé tient par la main quelqu'un qui a une couronne et un globe, tient par la main l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur arrive en 5e position après toute une série d'ecclésiastiques. Pourquoi est-ce que l'Église est toute puissante? Eh bien parce que le seul horizon d'attente de ces hommes et de ces femmes du Moyen-Âge, c'est l'accès au paradis. C'est leur obsession. Ils sont obsédés par ça. Alors évidemment, les jeunes n'y pensent pas trop, mais à mesure que l'âge avance, eh bien, ça devient... Et c'est bien ça qui va mener une grande partie de leurs actions. Brédingus et son pote psychopathe dont je vous montrais tout à l'heure un acte, eh bien, il fait une donation à un monastère pour que les moines prient pour son âme. Et on a plein d'actes, des dizaines de milliers d'actes qui sont des donations de ce type, évidemment. Il faut absolument accéder au paradis. La religion est omniprésente, et c'est bien grâce à cela que l'Église, en tant qu'institution, va prendre le pas sur la société à partir de la seconde moitié du XIe siècle. Alors, l'Église très puissante, et quelle est justement la vision de l'Église par rapport à la nature? L'une des principales préoccupations des hommes d'Église, c'est le désert. Pourquoi? Parce que le Christ est allé au désert pour se confronter au malin, au diable. Et ces hommes qui sont très croyants, mais aussi les ermites, etc., veulent se confronter aux forces du mal, si je puis dire, en allant au désert. Mais le désert, c'est une notion qui n'existe pas. D'abord, des déserts, il n'y en a pas véritablement, sauf dans un tout petit coin d'Espagne, il est microbien, il n'y en a pas en Occident. Donc on invente un autre désert. C'est le fait de s'isoler. Et s'isoler, insula, l'île, on va se mettre sur une île, on va se mettre dans une clairière au milieu d'un bois. L'idée, c'est bien d'être seul, de vivre seul, et de se confronter donc à Dieu. Bon, on voit le Mont-Saint-Michel, une représentation d'après les fouilles archéologiques au Xe siècle. On sait ce que c'est devenu aujourd'hui. Vous avez ici une très très belle image. Le Mont-Saint-Michel est totalement isolé. C'est une vraie île, quasiment plus qu'aujourd'hui au Xe siècle. Donc ça, c'est le premier élément. On envisage la nature également, en tout cas la nature, les landes, les garrigues, les forêts, que comme le monde du sauvage. Cette forêt, elle est extrêmement utile pour les hommes. Elle est utile pour le bois. Elle fournit le bois, et je vous rappelle qu'on fait tout avec le bois. On construit des maisons, on se prépare son repas chaque midi, on se chauffe, on s'éclaire. Donc c'est quelque chose de fondamental, ces bois, et donc ils sont exploités. On les exploite aussi pour ce qu'ils produisent, la cueillette. On va y chercher les champignons, les asperges, etc. On y amène les porcs qui vont y manger les glands, les faines, etc. Donc c'est vraiment un espace très utile, très exploité, mais c'est un espace qui fait peur, parce que là aussi on considère que c'est l'espace du diable, parce que cet espace n'est pas christianisé. Donc il faut bien vous imaginer que pour l'Église, ces espaces-là, c'est pas terrible. C'est la raison pour laquelle toute une série de petites chapelles vont être construites un petit peu partout pour tenter de christianiser la totalité de l'espace. Et quand on lit la littérature, et c'est ça qui est intéressant, la littérature médiévale, tous les guet-apens, les assassinats, etc., ils n'ont jamais lieu dans les espaces cultivés. Ils sont systématiquement lieu dans les landes et les bois, donc dans les espaces non christianisés.
Hein. Donc on a bien ici une distinction, c'est une vision très très médiévale, très manichéenne. Le bon espace, l'espace des champs et des villages, qui est christianisé, qui est protégé par les lieux saints, etc. Et l'autre monde, celui du diable, qu'on va chercher évidemment à transformer. Pardon. Alors, cette forêt, elle est l'objet de défrichement. Quand on regarde la courbe entre l'an 1000 et l'an 1300, la superficie forestière s'effondre littéralement avant de remonter. Pourquoi ça remonte? Eh bien, il y a la peste. Rien que la première peste, c'est déjà 30% de la population en moins, 30 à 50%, et même la Bavière, 75% de la population qui disparaît en Bavière, en l'espace d'un an et demi. Vous voyez un peu, 75%. Il n'y a plus de chômeurs là après. Ça c'est clair, et il y a des ascensions sociales, mais une désorganisation totale. Donc si vous avez 50% de la population qui disparaît, il y a moins de bras, et du coup les terres repartent à la friche et au bois. C'est pour ça que ça remonte. Mais n'empêche, la pente entre l'an 1000 et l'an 1300 n'est pas du tout aussi forte, hein, et ça a fait l'objet de débats historiographiques. L'historiographie, avant 1990, je ne vais pas rentrer dans le détail, considérait qu'il y avait croissance de la population, et donc on va défricher massivement les forêts pour nourrir tout ce monde-là, et hop, il y aura une croissance économique. Ça, c'était les propos de Georges Duby, Robert Fossier, etc. Et puis, dès les années 90, des hommes comme Pierre Bonnessy, Pierre Toubert, vont dire, mais non, pas du tout, la croissance, nous, on l'aperçoit dès 850. Et puis, on se rend compte que tous les arguments qu'utilisaient ceux favorables au grand défrichement des 10e, 11e siècles, ils tombent les uns à la suite des autres. Et là encore, j'insiste bien, c'est surtout grâce aux archéologues qui ont fait des études de la palynologie et qui montrent qu'en 850 déjà, et même dès l'époque romaine, il y a déjà quasiment plus d'opérations de défrichement. Alors, ça ne veut pas dire qu'à tel ou tel endroit, on ne va pas entailler de la forêt, bien évidemment. Il y a encore des grandes forêts en Île-de-France, dans l'Empire, mais partout ailleurs, la forêt, elle est déjà considérablement réduite, hein, au point que c'était la sonnerie. Elle est douce. Un élève qui dort ne se réveille pas avec une sonnerie pareille. Et donc, au point qu'elle est déjà tellement inexistante que les seigneurs ne vont pas la protéger, mais vont l'accaparer. Ils vont créer ce que l'on appelle la mise en défens, D-E accent aigu F-E-N-S, c'est-à-dire qu'ils vont interdire l'accès à la forêt aux populations, alors que je vous ai montré que les populations en avaient besoin. C'est un besoin vital. Alors, c'est aussi un moyen, il faut bien le dire, il dit, je me réserve l'accès à la forêt, mais si vous voulez y aller, vous allez me payer des taxes. C'est aussi un moyen de se faire rentrer de l'argent, bien évidemment. Hein. Donc on a là... Mais il ne s'agit pas de protection, il s'agit d'interdiction d'accès, ce qui est complètement différent. Il se réserve l'usage de la forêt. Alors, l'Église. Le Moyen-Âge est la période au cours de laquelle va naître la notion de cimetière. Alors avant, il y a des nécropoles, hein, mais toutes les nécropoles sont repoussées hors des villes. Si vous êtes allé à Pompéi ou si vous avez tout simplement étudié des plans, les nécropoles sont toujours repoussées à l'extérieur des villes. Et puis, à partir du 8e siècle et surtout du 9e siècle, les morts vont être rapprochés de l'église, du lieu de culte, hein, qui va être sacralisé, etc. Et là, c'est très net, hein, on a une fouille, on est en Roussillon, et on voit bien l'église avec... ça sont des tombes. Des dizaines et des dizaines de tombes qui se superposent, etc. Donc là, première transformation, les églises vont d'abord attirer les morts. D'accord? Et puis très vite, les églises vont attirer les vivants. Là, on est dans un autre village, on est dans le Gard. Les tombes, donc ça c'est l'église. Ça sont des maisons. Et tout ce qui est en bleu-violet, là, sont des tombes. C'est-à-dire qu'on cohabite, les vivants et les morts cohabitent. On a une relation à la mort et aux morts qui est complètement différente d'aujourd'hui, hein, ou même de l'Antiquité. On se donne
Dans les villes en particulier, mais là, vous voyez, il y a des rues, il y a des morts dans les rues. Ça, c'est la place. Et ben, vous pouvez être sûr que le marché se tenait là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stèle funéraire. Hein, on n'a pas de stèle funéraire. Et pourtant, on est certain que les gens savaient où étaient enterrés leurs morts, puisque quand les archéologues font des études d'ADN, eh bien, ils voient bien qu'il y a des ADN très très proches qui sont les uns à côté des autres, avec parfois des générations d'écart. Donc on sait que mes ancêtres sont là dans le cimetière, et on va être enterrés là aussi. Hein, ça, c'est tout à fait intéressant. Donc le cimetière, c'est un lieu de vie. Comme tout à l'heure à Novgorod, on s'y donne des rendez-vous galants, hein, ça pose aucun problème. Mais par exemple, à Paris, je sais pas, vous avez entendu parler des Halles, du quartier des Halles, qui ont été inventés par Louis VII et développés par Philippe Auguste. Donc c'est un lieu de marché important qui touche le cimetière des innocents. Eh bien, on proteste plein de fois parce que, évidemment, la viande, quand on consomme de la viande, ben, on amène là les animaux vivants, et il y a les porcs qui viennent. Et qu'est-ce qu'ils font, les porcs? Ben, ils soulèvent le sol et hop, ils déterrent les morts. Et donc ça fait un peu scandale, quoi, parce que donc on prend des mesures pour éviter que les cochons ne déterrent les morts. Donc c'est bien un lieu de marché aussi. Hein. Là, c'est un village qui a été abandonné, et on voit bien que l'église a été construite et reconstruite, mais toujours au même endroit. L'église ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est un lieu sacré, consacré, et qu'on ne peut pas la déplacer. On crée une nouvelle église, mais en tout cas, quand on veut la reconstruire, alors là, c'est intéressant, c'est tout petit. On voit au milieu du XIe, ça devient grand, ça veut dire qu'il y a plus de monde. Et puis après, on va la mettre au goût du jour en mettant une abside, elle devient de plus en plus grosse, etc. Bon, donc on l'adapte, mais elle ne bouge pas. Parce que c'est là qu'il y a les morts, et c'est là aussi qu'il y a le village, et donc on ne le déplace pas. Et donc, on voit bien également qu'il y a un phénomène d'usage sonore. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est une corne d'appel, une trompe. Vous voyez, les olifants, donc c'est pour appeler. Ça sert à la guerre, ça sert aussi à la chasse. Hein. C'est un moyen de marquage sonore du territoire. Le cadastre, ça n'existe pas au Moyen-Âge. La notion de propriété n'existe pas. Et donc, quand un seigneur veut dire à ses voisins « cette forêt, cette lande, cette garrigue, c'est à moi », il la parcourt avec la pratique de la chasse à courre. La chasse à courre, au Moyen-Âge, ce n'est pas un sport. C'est un moyen de marquer son territoire et de dire « ici, c'est moi le chef ». Et on invite ses voisins pour bien leur rappeler que vous êtes chez moi. Et donc, avec la corne d'appel, eh bien, les laïcs dominent le paysage sonore, puisqu'ils vont partout, ils se déplacent, ça fait du bruit. L'Église condamne cet instrument comme un instrument de paganisme. Ah, pas bien, c'est le mal, c'est le mal. Jusqu'au XIIe siècle. Oh, pourquoi au XIIe siècle ils arrêtent? Eh bien, on va revenir à Warham Percy. Il y a un tout petit détail là qui apparaît à la fin du XIe siècle. Le clocher. Il faut bien vous imaginer que dans le paysage sonore, jusqu'à la fin du XIe siècle, eh bien, les cloches sont rares. Il y a très peu de cloches. Ça coûte cher. Et elles vont se développer à partir de la fin du XIe siècle. C'est-à-dire que le paysage sonore de l'église, via les cloches, va couvrir à son tour tout le territoire. Et donc, c'est plus la peine de faire la guerre aux cornes d'appel, puisque à présent, l'église couvre aussi tout l'espace avec les sons qu'elle produit via ces cloches. Donc là aussi, hein, on a des choses comme ça qui sont tout à fait intéressantes à observer. Et c'est bien, là, se demander, mais pourquoi d'un seul coup on ne condamne plus, et de lire les apports des archéologues qui nous disent, ben, les cloches, elles se développent surtout à la fin du XIe siècle, et c'est bien ces deux notions-là qui permettent d'évoquer toutes ces hypothèses qui n'en sont pas. Donc il y a bien une polarisation, donc une attraction de l'habitat autour des églises, et ça donne des villages ronds, des villages circulaires, et il y en a un peu partout. Hein. Là, vous en avez un exemple, notamment en Roussillon. Hein. Et puis voilà un autre bourg ecclésial, cette fois-ci on est en Italie, mais au moment où il est créé, ce bourg n'est pas fortifié, hein, il va être fortifié seulement au XIIIe siècle. Alors ce bourg est devenu très célèbre grâce à un jeu vidéo fait par des Français d'ailleurs, donc
On a là, hein, ce qu'il faut bien vous imaginer, c'est que les villages autour des églises sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus précoces que les villages autour des châteaux. Et ça commence au Xe siècle. Donc ça bouleverse l'espace. Pourquoi? Vous aviez jusque-là un habitat dispersé. Hein, les gens vivaient dans des fermes isolées, se rassemblent. Ça veut dire qu'il faut réorganiser toutes les cultures. Hein. Évidemment, si vous étiez à 5 km de l'église, que vous aviez votre jardin à 5 km, vous n'allez pas faire 5 km pour aller à l'école. Donc, on déplace tout. Ça se fait sur le temps long. Mais il n'empêche, il y a un bouleversement des finages et des écosystèmes tout à fait important qui s'opère à la suite de cette attraction par l'Église. Alors, ça va plus loin encore, parce que là, c'est des tout petits trucs, hein, ces petits joueurs, là, ces petits villages ecclésiaux. Et puis, à partir de la fin du XIIIe siècle, et au XIVe, l'Église possède de très, très nombreuses terres, et elle va créer des villages, des gros villages. Hein. Cette fois-ci-là, on crée... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'acte de fondation d'une bastide. Alors, c'est Grenade en Toulousain, pas Grenade en Espagne. Hein. On a l'acte de fondation et on prévoit d'y accueillir 3000 familles. Ce qui est énorme. 3000 familles par rapport aux chiffres que je vous donnais. Alors, évidemment, il n'y aura pas 3000 familles. Mais l'idée était bien là. Et ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, c'est qu'on voit... On a quelque chose d'extrêmement orthonormé, hein, le village est conçu, et quand on regarde, eh bien, les rues, en fait, se prolongent dans les champs. C'est-à-dire qu'on va quadriller complètement également, comme dans le cas d'une ville neuve, tout l'espace. Hein, donc là, c'est évidemment un type de pré-urbanisation qui s'opère sous la responsabilité des gros monastères, et puis alors le roi il est présent mais juste pour faire joli parce qu'il est très loin, c'est ce qu'on appelle des pareages, peu importe. Mais on voit bien que là encore, hein, il y a quelque chose là d'important. Alors, le Moyen-Âge, et ça c'est pas faux, j'ai évoqué tout à l'heure les famines, et bon nombre de ces famines sont liées aux fluctuations climatiques. Autre document tiré de votre manuel, hein, qui est extrêmement intéressant parce qu'il nous montre qu'il y a d'abord eu ce que l'on appelle l'optimal climatique médiéval, et c'est vrai qu'en gros, de 900 à 1300, tout allait bien, hein, c'était beaucoup plus chaud, etc. Puis ça commence à se dégrader. On a à peu près, maintenant une date à peu près précise, vers 1280, tout ça se dégrade. Il y a des régions où il y a des sécheresses, j'ai pas parlé de chaleur, mais j'ai bien dit de sécheresse, d'autres où, à l'inverse, on a des inondations absolument terribles. Et puis, pof, on va rentrer dans petit âge glaciaire avec un vrai refroidissement des températures. Il n'empêche, les famines peuvent être liées à ce genre de choses, mais en fait, dans la réalité, il y a des mauvaises récoltes, mais la famine, c'est mourir de faim. On meurt de faim, c'est pas parce qu'il n'y a plus du tout de grain, en fait. Qu'est-ce que l'on constate? C'est que c'est une raison économique. On meurt de la famine parce qu'on n'a plus les moyens de s'acheter du blé dont les prix s'envolent. Il y a du grain. Il y a ce que, à la Révolution, on va appeler les accapareurs. bien, les accapareurs, ça existe très très tôt. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui stockent, qui attendent que le prix du grain monte pour vendre le grain au compte-gouttes. Et les gens les plus pauvres, ben, ce qu'on voyait tout à l'heure, revendent leurs terres, puis au bout d'un moment, ils ne peuvent plus et ils meurent. Ils meurent de faim. Ces famines, elles existent, et vous avez ici un des éléments, un des moyens qui a été pris, qui a été mis en place par, là aussi, document sorti de votre manuel, des greniers à grains. C'est le principe de l'annone, c'est-à-dire que les villes, pour éviter les révoltes, bah, il faut qu'elles assurent le ravitaillement de sa population. Et donc, ils stockent du grain avec cet énorme grenier qui date du XVe siècle, hein, sur plusieurs niveaux, sur plusieurs étages. L'inconvénient de ce genre de grenier, eh bien, c'est que d'abord, là, tout le grain qui va être stocké peut être en partie grignoté par les rongeurs, les rats, les souris, etc. Et puis, il n'est pas à l'abri totalement de l'humidité et peut donc pourrir. Or, il se trouve qu'il y a un type de conservation des grains qui est beaucoup plus ancien. Ce sont les silos qu'on creuse dans la terre. Alors,
Alors, ça peut vous paraître paradoxal. Ici, vous avez un silo en cours de fouille, et là, vous avez la coupe d'un silo. Voilà le niveau du sol. On creuse donc une cavité dans le sol qui fait à peu près, en général, vous voyez la fouilleuse, hein, c'est guère plus gros que ça la plupart du temps. On va tapisser ça de paille, après on le remplit de grains, et on le rebouche hermétiquement avec de l'argile, des pierres, etc. L'archéologie expérimentale a montré que dans ces conditions, le grain se conserve pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Et garde toutes ses qualités nutritives au moins pendant 5 ans. Après, il en perd petit à petit, mais il n'empêche, il a toujours ses qualités nutritives. Une fois ouvert, en revanche, eh bien, le grain doit être consommé ou vendu. Or, ces silos, ils se développent surtout au tout début du IXe siècle, ce qui correspond également à la mise en place de la dîme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette chose-là. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Donc, c'est un prélèvement de 10% sur tout le croît naturel, donc tout ce qui est produit par l'agriculture, mais aussi par l'élevage, il ne faut pas l'oublier. Et ça a été pris, c'est une mesure qui a été prise par Charlemagne justement pour faire face à une famine. Il fallait qu'une partie de la dîme retourne à ce que l'on appelait les pauperes, ici les faibles, les indigents, les pauvres. Et donc, ce genre de stockage se développe, et on voit, là, vous avez, alors ça c'est vraiment spécifique au sud de la France et à la Catalogne, ce que l'on appelle des aires d'ensilage. Vous avez le village que je vous ai montré tout à l'heure, de l'autre côté, tout ce qui est en vert, chaque point vert c'est un silo. Des zones qui peuvent compter des centaines, voire des milliers de silos. C'est gardé collectivement, mais à l'intérieur, on a chacun sa zone, mais aussi on peut avoir des zones de silos communs, justement, pour les plus pauvres en cas de difficulté. Donc on voit que bien avant le XVe siècle, et bien avant les problèmes climatiques, il y avait des famines, et déjà on commençait à s'organiser pour éviter que ces famines ne soient évidemment trop fortes. Autre relation à la nature, l'Église et l'eau. L'eau, c'est quelque chose de fondamental. L'eau du sacre, d'abord, le Jourdain. C'est dans le Jourdain que... du sacre, n'importe quoi, pardon, du baptême. C'est dans le Jourdain que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, etc. Bon, donc l'eau, c'est d'abord, ça renvoie là aussi au sacré. Globalement, jusqu'au XIe siècle, on ne s'approche pas des cours d'eau parce que c'est inondable et parce que ça présente un intérêt. Quand c'est inondable, eh bien l'herbe pousse et ça fait des zones de pâture pour le bétail et on est très content, il y a suffisamment de terre comme ça. Donc on ne s'attaque pas du tout aux cours d'eau jusqu'aux années 1050, ça on le sait très bien, l'archéologie le montre, mais les textes aussi montrent qu'on laisse une large bande autour des cours d'eau pour éviter tout cela et que c'est malgré tout utilisé. Et puis la donne change, il y a des modifications, et on voit en particulier ceux qui vont beaucoup jouer avec l'eau, ce sont les cisterciens. Les cisterciens, c'est un ordre religieux qui apparaît à l'extrême fin du XIe siècle et qui, eux, vont aménager des étangs, des canaux, etc. Pourquoi? Parce que ces moines veulent vivre totalement en autarcie. Ils ont donc besoin de produire de tout. Et qui dit produire de tout, c'est avoir des activités artisanales. Et ils vont utiliser la force hydraulique avec des tas de moulins. Alors moulins pour le grain, moulins pour l'huile, mais aussi moulins pour battre le lin, etc., pour faire des tissus, moulins qui vont actionner des forges. Donc on les voit faire des canalisations. Et ça, cet énorme étang-là, donc l'abbaye est ici, cet énorme étang a été complètement conçu par les cisterciens, de même que tous ces systèmes d'eau là. Là, c'est les viviers pour conserver les poissons, parce qu'on consomme beaucoup de poissons au Moyen-Âge. Donc les cisterciens ont vraiment une action sur l'eau en aménageant en particulier de très nombreux canaux et de très nombreux étangs, donc, ce qui modifie évidemment là aussi l'environnement. Un autre exemple d'un truc complètement délirant, c'est le seul exemple, j'allais dire dans le monde, mais ça n'a pas de sens parce que les cisterciens n'étaient pas présents partout, c'est le seul exemple en Europe. Les cisterciens ont en Corrèze détourné un cours d'eau, puis ils ont fait un canal le long de falaises
pour alimenter, là aussi, leur abbaye. C'est un travail de fou, hein. C'est comme ça, sur 1,7 km, là on est au XIIe siècle, donc on voit qu'on perturbe les cours d'eau pour amener de l'eau ailleurs, on capte des sources pour amener l'eau ailleurs. À l'inverse, si on amène de l'eau, ben on peut assécher. Retour au Mont Saint-Michel. C'est une vue verticale, le Mont Saint-Michel est là, et bien toute cette zone-là, c'était la mer et des marécages au Moyen-Âge. Ils ont fait appel à des Hollandais, vers 1050, qui ont construit des polders, c'est-à-dire assécher la mer, vider la mer, pour pouvoir planter, cultiver, etc. Donc on voit bien qu'on est très très loin du désert des premiers temps, hein, où là, les moines cherchent à, au contraire, exploiter les terres qui sont proches, avec notamment cet aspect-là. Et enfin, et ce sera ma dernière diapo, et j'en finis là, autre exemple aussi, cette fois-ci beaucoup plus compliqué encore, là on retourne dans le sud, c'est un étang qui a été asséché par le centre. C'est un véritable exploit puisqu'il y a en fait un drain qui est au centre, là, qui est ici, et qui ensuite emprunte un canal qui est souterrain pour vider l'eau. Donc cet étang asséché l'a été à la fin du XIIIe siècle, et là encore, les moines ont participé à cette action, donc ont complètement modifié l'environnement. Aujourd'hui, les zones humides sont ultra protégées. Vous imaginez, si on faisait ça aujourd'hui, ce serait même plus un méga scandale, ce serait le scandale total. Bon, les moines en ont fait des dizaines comme ça. Bien, j'ai assez parlé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.